chez FlexJob. Je dis j'ai la chance parce qu'on se construit sur un modèle d'entreprise responsabilisante, donc sur un modèle de gouvernance qui est un petit peu particulier, qui est partagé. Et on est tellement convaincu de ces nouveaux modes de travail qu'on se développe autour d'une raison d'être qui est de redonner du sens au travail. Et on accompagne nos clients. Alors, il y a tout type de clients sur la question des nouveaux modes de travail et d'organisation du travail. Donc, évidemment, le télétravail en fait partie. Voilà, on a fait différentes choses sur le télétravail. On a notamment co-créé un jeu collaboratif sur cette question-là qui s'appelle 30 jours pour télétravailler. Mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous partager un maximum d'informations, de bonnes pratiques, de retours d'expérience qu'on a pu voir dans des entreprises, tout type d'entreprises, des entreprises en full télétravail depuis des années, donc qui sont un petit peu moins surprises peut-être que nous tous dans cette situation, comme d'autres qui ont cependant mené des actions assez intéressantes. L'idée, c'est que si vous avez, j'ai pas la prétention de tout savoir, de tout connaître, d'avoir toutes les bonnes pratiques. Je suis plutôt un praticien qu'un grand théoricien, donc n'hésitez pas à partager aussi en commentaire vos questions, vos retours d'expérience. Si vous avez envie de manifester un retour d'expérience, une bonne pratique qui fonctionne bien chez vous, n'hésitez pas à le faire. Je précise également que les bonnes pratiques qu'on a vues, elles fonctionnent dans un contexte d'une entreprise donnée et que du coup, le copier-coller ne fonctionne pas non plus à chaque fois. Donc, j'aurai 4 parties sur lesquelles on va échanger. J'aurai un rapide passage sur le contexte, un petit état de l'art sur le télétravail, un autre sur peut-être un petit peu plus traditionnel sur risque, opportunité, enfin en tout cas ce qui gravite autour du travail à distance. Je m'arrêterai un peu plus sur les risques parce qu'ils sont encore plus importants aujourd'hui avec cette actualité et ce confinement, pour ensuite vous partager des bonnes pratiques, des retours d'expérience et avoir une petite réflexion sur l'ouverture, le télétravail en fait et après le confinement. Voilà, donc là encore, je n'ai pas la prétention de connaître les réponses, ce serait trop beau, mais en tout cas quelques réflexions à vous partager. Ce que je vous propose, c'est d'avoir un mode de fonctionnement où à la fin de chaque partie, si vous avez des questions, de les noter dans la conversation. Et Claire m'aidera dans l'animation pour remonter les questions. Vous avez aussi, je vais partager mon écran et vous avez normalement eu un lien Klaxoon sur lequel vous pouvez aussi interagir. Et du coup, ce qu'on vous propose avec Claire, c'est de commencer et de répondre peut-être à cette première question, prendre un peu la température, voir où vous en êtes sur le télétravail. Du coup, Claire, si je dis pas de bêtises, la première question, elle est sur votre expérience du management à distance, c'est ça? Tout à Dans fait. ce temps-là, je vais partager mon écran. Donc, comme le disait Jean, on vous invite à participer avec nous via le lien que je viens de vous mettre dans le chat. Et le code pour rejoindre Klaxoon est BTGE2P. Dites-moi si ça fonctionne bien. Et en fait, vous avez 3 questions qu'on va vous poser au fil de la présentation. Donc, pour l'instant, on vous invite à répondre seulement à la première question. Et puis après, comme ça, on pourra échanger sur vos réponses tous ensemble à la fin. Ouais, l'idée, c'est un peu de voir si vous étiez habitué. Est-ce que vous en faisiez déjà en amont ou pas? Ça peut être intéressant aussi. Et Claire, du coup, tu nous tiens au courant des résultats parce que c'est toi qui as la main dessus. Yes, yes, yes. Alors, je regarde en même temps. On a déjà 6 participants. On vous laisse encore 10 petites secondes pour partager.
Du coup, je serais assez curieux de savoir si c'est une vraie découverte ou pas. Claire, je te repasse la main pour nous donner et pour se situer un peu de pair à pair. Yes. Alors, les premiers résultats qu'on a. Alors, on a Margot qui nous dit que le télétravail est une pratique répandue chez eux. En termes de management à distance, c'est en revanche assez nouveau car nous privilégions les temps physiques pour cette dimension dans la mesure du possible. Ok. Emmanuel qui nous dit quelques jours par mois avec management. Donc la question, je rappelle, c'est quelle est votre expérience du télétravail et du management à distance? Émilie, aucune expérience du management à distance avant la crise. Bénédicte, régulière et quotidienne, mais je parlerai plus de travail que de management. Tu m'arrêtes, hein, Jean. Ouais, non, mais du coup, je te laisse en lire un dernier, mais on sent que c'est un peu. C'est partagé. Il y en a, c'est des vraies découvertes et d'autres, j'ai l'impression, ont l'habitude. Brita qui nous dit: j'ai déjà travaillé seule en télétravail, mais aucune expérience en management à distance. Ok. Bon, eh ben, on essaiera d'apporter quelques petites pistes de réflexion dessus. Du coup, je vais passer un petit peu de temps pour redonner un peu de contexte et un petit état de l'art. Je tiens évidemment à préciser que le travail à distance, télétravail qu'on vit en ce moment n'est en rien comparable au travail à distance, télétravail qu'on connaissait il y a 3 semaines, hein, qu'il est vraiment particulier et donc il faut faire avec. Il faut évidemment l'adapter. Donc, dans le contexte que je vais vous donner, il y a des éléments qui sont plutôt, on va dire, en temps normal, qui sont à adapter, à prendre en compte et malgré tout, on doit faire avec. Donc à nous aussi de montrer un peu d'agilité et d'adaptation. Voilà, ce que je voulais vous partager, vous trouvez l'article de loi dans le Code du travail qui parle du travail à distance, du télétravail. Je parle autant de télétravail que de travail à distance, puisque on parle bien de la même chose. Vous voyez sur les petits pictos sur la droite, télétravail égale travail à distance. Et en France, on a tendance peut-être à un peu l'oublier en se disant que le télétravail égale home office. Non, c'est pas, enfin, c'est vrai, mais c'est pas que ça. Et c'est important de le rappeler. Autre point que je trouve extrêmement important, qu'il a pour le coup dans l'article de loi, on parle bien de toute forme d'organisation du travail et que le télétravail est une forme d'organisation du travail. Il y a pas mal d'entreprises qui, on va dire, assez banalement vont se dire bon d'accord c'est la tendance, je dois gagner des mètres carrés, je peux pas faire autrement, c'est une question d'attractivité, oui ok, donc je vais mettre le travail à distance et elles le mettent un petit peu rapidement et ça on le voit dans pas mal d'entreprises. Elles sont encore assez rares celles qui pensent le télétravail comme une forme d'organisation à part entière du travail et je pense que c'est extrêmement important et qu'on l'oublie un petit peu vite ce point-là. Donc je tenais à mettre peut-être un petit focus dessus. Pour redonner assez rapidement le contexte général, pas besoin d'inventer l'eau chaude là-dessus. Il n'y a rien qui va vous surprendre. Les nouvelles technologies qui évidemment nous amènent en une facilité de travailler à distance qui est énorme, qui nous amène aussi quelques réflexions. Moi, j'ai un exemple perso autour de moi, mon petit frère qui fait du coaching digital pour des entrepreneurs et qui développait des sites à l'époque. Il avait besoin de son téléphone et de son ordinateur pour travailler. Il est parti 3 mois à Bali faire un mix surf-travail. Il a prévenu ses clients, il s'est organisé. Et du coup, ça nous amène à nous questionner sur certains métiers, certaines tâches
également. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'être présent H24 au bureau? J'y reviendrai aussi dans l'ouverture, mais ça nous pose quelques questions. Donc, les nouvelles technologies, évidemment, sont d'une grande aide. Des enjeux de plus en plus forts, qui soient sociétaux, environnementaux, la quête de sens, voilà, qui nous challenge, des questions d'attractivité et de fidélisation. J'ai échangé il y a pas si longtemps avec une responsable de recrutement d'un grand groupe qui me disait, il y a quelques années, on nous demandait le nombre de jours de RTT qu'on pouvait avoir dans l'entreprise en entretien. C'était la question qui revenait. Maintenant, on me demande même pas si on peut faire du télétravail, on me demande le nombre de jours que je peux faire en télétravail par semaine. Ce qui aussi illustre bien, je trouve que ça illustre bien la tendance. Et puis, vous avez les ordonnances Macron. Alors, je suis pas juriste, mais je vais vous donner deux grandes idées des ordonnances qui montrent bien qu'il y a une évolution assez forte, en tout cas dans l'approche. La première va être sur les frais liés au télétravail. Avant les ordonnances Macron, l'employeur se devait de dédommager les télétravailleurs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi ça paraît peut-être plus facile en termes financiers pour les entreprises. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant avec ces ordonnances Macron, ça va être la motivation d'un refus du télétravail. Donc, je pense notamment que suite à cette période de confinement, les demandes vont être de plus en plus nombreuses et de motiver un refus va être de plus en plus compliqué. Je vous partage notre retour d'expérience sur les différents accompagnements qu'on a faits, sur les différentes conversations qu'on a pu avoir avec des partenaires qui peuvent être des experts, des entreprises en full télétravail. Une notion de confiance qui nous paraît être extrêmement forte. Alors, c'est assez amusant. Moi, j'ai un de mes collègues, j'aime bien, je lui pique souvent cette formule qui parle de présomption de confiance. J'aime bien cette idée-là. Je connais d'autres entreprises qui parlent d'a priori de confiance, de postulat de confiance. Voilà, il y a plusieurs termes, mais toujours dans cette idée de confiance. Et j'attire votre attention sur la confiance. On se dit souvent que c'est l'entreprise qui l'accorde aux télétravailleurs. Oui, c'est vrai, mais elle est aussi dans l'autre sens. Le télétravailleur l'accorde à l'entreprise. C'est-à-dire que si on est lâché dans la nature, qu'on va être coupé, qu'il n'y aura plus de lien, qu'il n'y a plus de communication, qu'on n'a pas les outils, comment est-ce que télétravailleur, je peux être en confiance vis-à-vis de mon entreprise pour qu'elle me donne les moyens de le faire? Donc, j'attire le point de vigilance sur vraiment, elle doit être réciproque, cette confiance. Alors ça, c'est vraiment une conviction et un postulat aussi qu'on a chez FlexJob, qu'on a vu aussi dans certaines entreprises, notamment des ETI, grands groupes PME, on va dire traditionnels, sur un modèle assez pyramidal comme on connaît dans 95% des cas dans nos organisations, d'avoir la possibilité d'associer à la co-construction les équipes me paraît être un élément hyper important dans la réussite du télétravail et notamment à la maille des équipes. J'y reviendrai aussi un petit peu plus dans les bonnes pratiques. Oui, avoir un accord ou une charte de bonnes pratiques télétravail, c'est une bonne idée, mais les enjeux d'une équipe, j'en sais rien moi, dans une DSI, sur des systèmes d'information, va pas être la même qu'une équipe de commerciaux, qu'une équipe de marketing, qu'une équipe de RH. Donc vraiment réfléchir à la maille des équipes, ça me paraît intéressant. Avoir des retours, des rétrospectives et des évaluations de sa pratique assez régulières, ça me paraît aussi un point de réussite qui est assez intéressant, assez fort, d'autant plus dans cette période. Je peux que vous inviter à prendre le temps, 1 heure, 1h30, 2 heures, au bout de 10 jours, au bout d'un mois, à voir, mais pour s'améliorer de manière itérative et pas attendre la fin du confinement pour se dire, bon, bah alors qu'est-ce qu'on en tire? En tout cas, sur l'organisation, sur la pratique, je vous invite vraiment à le faire. Si vous avez besoin d'aide ou d'inspiration là-dessus, avec FlexJob, on a décidé dans cette période de solidarité,
de partager quelques éléments, d'offrir quelques tips, voilà. Donc tout ça, c'est totalement gratuit. Et du coup, j'ai partagé un article sur LinkedIn qui vous permet de faire des rétros en toute autonomie. Si ça vous intéresse, il suffit d'aller se balader sur mon profil et vous le trouverez, vous pouvez vous l'approprier. Il n'y a pas besoin de nous pour le faire. Et puis, évidemment, une vraie réflexion autour de l'appartenance et de la solidarité. De la solidarité, je déborde un petit peu sur les bonnes pratiques, mais typiquement, j'ai eu le retour d'expérience d'une entreprise où ils sont 17, ils sont tous à distance. Et dans cette période, ils ont fait 3 niveaux, entre guillemets, de solidarité interne. Le premier, c'est de se dire, j'ai pas d'enfant, je peux assurer une charge de travail qui est normale, voire un petit peu plus importante en ce moment. Ok, très bien. Je propose de prendre un petit peu plus de travail que certains de mes collègues qui en ont plus besoin. Le deuxième niveau, ça va être des collègues qui sont, on va dire, qui vont avoir des enfants, donc qui vont devoir gérer l'aspect pro-perso. Je pense que certains d'entre vous le vivent aussi en ce moment, et c'est assez sport pour ceux qui en ont. Et le troisième niveau, c'est de se dire, j'ai un conjoint, une conjointe qui est soignant, qui est médecin, qui est infirmière, qui bosse dans la grande distribution, voilà, qui a un métier qui demande aussi une présence physique, un engagement qui est fort en ce moment, et qui du coup demande peut-être un niveau supplémentaire encore d'aide autour de ce foyer. Voilà pour la partie contexte, retour d'expérience. Claire, je ne sais pas si on a quelques petites questions, quelques premiers partages peut-être dessus. Alors, je pense que ce serait bien de revenir brièvement sur la loi Macron dont tu parlais. Les ordonnances Macron, ouais. Pardon. En fait, il y a Philippe Jean-Philippe, pardon, qui nous posait une question sur le chat. Ouais. Pouvez-vous repréciser les textes Macron exemptent l'entreprise de dédommager les travailleurs ? Point d'interrogation. Oui, alors c'est ça, c'est effectivement les ordonnances Macron pour démocratiser le télétravail n'obligent plus l'employeur à verser une prime, un dédommagement pour Internet, pour l'utilisation de, je sais pas, de l'électricité, voilà, ce genre de choses. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que toutes les entreprises fournissent évidemment le matériel pour télétravailler, en tout cas les grandes entreprises, les grosses PME, ETI. Et il y a certaines entreprises qui ont continué de donner, j'ai en tête Apicil, typiquement, qui eux donnent un forfait de 200 € par salarié pour au moment de l'installation en télétravail, pour s'acheter une chaise ergonomique, un bureau, ce qu'ils veulent, mais pour équiper leur poste de travail. Ok, super, merci. Jean-Philippe, j'espère que ça vous a éclairé. C'est bon. Ok, super. Dans les risques et opportunités, bon, je vais passer assez rapidement parce que j'imagine que vous les avez, on les trouve quand même assez facilement dès qu'on tape ce genre de choses sur Internet. Dans les risques, vous en avez plusieurs. Certains sont plus importants que d'autres en ce moment. Vous avez évidemment tout ce qui va graviter autour du droit à la déconnexion. J'attire votre vigilance particulièrement sur l'isolement en ce moment. Je pense à certains de nos collègues, membres de nos équipes, qui se retrouvent tout seuls dans leur appartement chez eux, et qui du coup toute la semaine sont seuls au boulot et sont en plus seuls chez eux. Et je me dis que les équipes, l'entreprise, le manager, les collègues ont des rôles particuliers en ce moment
pour essayer d'éviter cet isolement qui est H24 et qui peut peser. Je vous partagerai deux, trois petits tips, bonnes pratiques qu'on a pu voir dans certaines entreprises qu'on utilise aussi, qui fonctionnent bien autour de ça. Vous avez le stress, particulièrement cette période. Vous pouvez avoir plusieurs éléments liés au stress. Vous pouvez avoir des gens qui culpabilisent de manière beaucoup plus forte que d'habitude, ne pas réussir à faire son boulot, de pas être connecté en même temps que les autres personnes parce que ils ont des enfants, parce qu'ils n'arrivent pas à avancer, parce que ils n'ont pas l'information qu'il faut. Voilà, vrai point de vigilance sur cette notion de culpabilisation qui peut même dévier sur ce sentiment d'inutilité. Donc, point de vigilance dessus, sur ce stress qui peut presque déborder sur des choses peut-être encore plus importantes. En temps normal, c'est aussi vrai en télétravail. C'est particulièrement vrai ça quand vous avez une partie de l'équipe en télétravail, une partie en présentiel, le report des tâches sur les autres collègues. On a toujours, enfin, dans la grande majorité des cas, tendance à se tourner vers nos collègues qui sont à côté de nous en présentiel quand il y a une surcharge de travail qui arrive, par exemple. En télétravail, ça peut être nos collègues qui sont les plus visibles, les plus connectés. Donc, peut-être que ça peut être un point de discussion si vous faites un point en équipe, la répartition des tâches sur le télétravail. Les contrôles abusifs. Alors j'espère que c'est pas le cas. J'en parle quand même rapidement, mais typiquement des managers, j'ai déjà entendu des questionnements comme ça au moment où on mettait en place le télétravail, des directions qui se disaient ok, est-ce que on peut mettre du pointage à distance alors qu'il n'y a pas de pointage en temps normal dans l'entreprise? Oui, techniquement c'est possible de le faire, humainement non. Voilà, donc vrai point de vigilance sur comment est-ce qu'on pilote l'activité. Évidemment qu'il faut piloter l'activité, d'autant plus quand on est manager, il y a une responsabilité sur ce pilotage, mais attention à la limite, pilotage, contrôle sur certains éléments. Sur les violences verbales, ce qui me paraît être un vrai point de vigilance. Vous avez typiquement quelqu'un qui est sur la relation commerciale, un SAV, aujourd'hui qui est seul chez soi, qui fait son boulot, peut avoir des échanges un peu virulents, je pense, je sais pas moi, au SAV ou à la relation client chez Orange, qui appelle toute la journée, qui a des appels difficiles. Il y a 3 semaines, elle était sur un plateau téléphonique à échanger. Aujourd'hui, elle est peut-être isolée chez elle. Il y a un coup de fil qui est compliqué, mais elle a plus cette possibilité de se retourner vers son collègue en disant non, là j'en ai pris plein la figure, faut que je fasse un break, ou j'ai besoin d'échanger, de décompresser. Il y a la barrière de la distance en ce moment. Donc aussi, s'il y a entre guillemets des postes un petit peu plus à risque, d'avoir un point de vigilance dessus. Heureusement, il y a plein d'opportunités aussi qui sont liées au télétravail. Cette notion de confiance qui est de plus en plus forte, qui nous invite à nous questionner sur le côté bilatéral de cette relation de confiance. Peut-être le point le plus important alors ce que je vais dire, c'est pas vrai pour tout, évidemment. Il faut le modérer, mais à mon avis, une grande majorité des métiers, on va se rendre compte que le télétravail n'est pas forcément lié à un lieu ou à une temporalité, mais que c'est lié à une action qui est de faire. Et c'est pour ça que dans les opportunités, quand vous êtes en télétravail, je vous invite vraiment, si vous questionnez sur est-ce que ce métier est télétravaillable ou non, de vous pencher sur les tâches des personnes. On me challenge souvent en me disant oui, quelqu'un sur une ligne de production, elle peut pas télétravailler. Et évidemment, il faut que cette personne soit sur une ligne de production. Et pourtant, j'ai vu des entreprises dans les usines, une demi-journée par mois,
les opérateurs télétravaillaient. Pourquoi? Parce qu'ils se sont penchés sur les tâches et ils ont l'équivalent d'une demi-journée des tâches qui sont d'analyse de la qualité, d'administratif, de choses qui pourraient améliorer. Et donc, ça peut être fait en télétravail. Voilà, c'est un peu le point extrême, mais ça ouvre la question qui est vraiment le travail est lié à une action qui est de faire et de ne pas venir sur un lieu de bureau forcément ou à une temporalité, c'est-à-dire à une présence d'horaire. Un meilleur équilibre vie pro, vie perso, qui contrebalance aussi le droit à la déconnexion. Donc c'est lié, il faut faire attention. De l'environnement, une augmentation de la productivité en fonction des études qu'on voit. Je lis des choses entre 4% d'augmentation de la productivité et 22%. Voilà, c'est des études qui sortent à droite à gauche, donc il faut aussi les modérer, être vigilant, mais on sent une augmentation de la productivité. Je me souviens d'un directeur de la transfo d'une des régions Pays de la Loire qui m'avait dit je suis pas capable de la mesurer. Par contre, je ressens une baisse de la charge mentale qui est énorme et du coup les collaborateurs sont beaucoup plus disponibles pour travailler. Une baisse du taux d'absentéisme. Pas besoin de vous faire un dessin, je me foule la cheville. J'aurais pu ne pas venir au bureau, je peux faire mon job en télétravail, donc c'est totalement possible. Claire, je te repasse la main si. Oui, il y a Claire Étienne qui nous demande si tu peux détailler un petit peu plus le point environnement sur les opportunités. Oui, alors ça va réduire les déplacements. On va avoir typiquement, ça peut être aussi des choses. Je suis dans un foyer, on est deux à faire du télétravail. Je vais peut-être, ou alors du coup je me déplace que 2-3 fois par semaine. Je vais peut-être pas acheter une seconde voiture. En avoir une pour le foyer, ça suffit. Ça peut être des choses comme ça. Qui vont améliorer, qui vont fluidifier les déplacements. Ça, il va y avoir moins de bouchons. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont aussi contrebalancées peut-être par le fait il y a plus de messagerie instantanée, il y a plus de stockage en ligne. Mais globalement, les études montrent que ça favorise quand même, ça aide l'environnement. Ok, on a Flavie qui nous demande, peut-on utiliser des outils en open source? Je pense qu'il faut peut-être un peu préciser la question, à moins que Jean t'ait une idée. Ouais, alors j'ai une petite slide qui partage des outils dans les bonnes pratiques, Flavie. Il y en a certains en open source ou pas. Quand je les aurai sous les yeux, je serai capable de dire oui, il y en a certains en open source. Ouais. Ok, je pense qu'on peut continuer pour l'instant. Allez, let's go. Alors, sur organiser le télétravail, quelques inspirations et bonnes pratiques. À nouveau, si vous avez envie de partager quelques bonnes pratiques, vous n'hésitez pas à les écrire ou à vous manifester pour interagir. Encore une fois, je prétends pas avoir toutes les bonnes idées, toutes les bonnes pratiques. Donc, si vous en avez une qui fonctionne super bien chez vous, évidemment, faites-nous signe. Puis Claire, comme ça, reprendra, me fera un petit signe et reprendra la main. Pour l'organisation du télétravail et le management à distance, je reprends la citation d'une autre entreprise. C'est une PME où ils sont 25 en full télétravail depuis quelques années, où eux me disaient le télétravail, c'est comme se brosser les dents, c'est une hygiène quotidienne. Donc, dans certaines pratiques que je vais vous présenter, partager, il y avait vraiment cette idée de rigueur, de régularité qui est hyper importante chez eux, pour que ça fonctionne bien. Encore une fois, je reprécise, même si c'est dans la tête à mon avis de tout le monde, que ces bonnes pratiques, elles peuvent vous inspirer, qu'elles étaient en full télétravail, mais que les personnes qui les utilisaient n'avaient pas cette contrainte des enfants, voilà, du confinement. Alors,
Hop. Vous avez une notion, ça c'est assez sympa comme pratique, qui est de fixer des prises de contact régulières, mais de manière assez aléatoire. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec. L'idée, c'est que il y ait quelqu'un qui organise ces prises de contact régulières, mais vous savez pas avec lequel de vos collègues vous allez échanger, et que vous puissiez un quart d'heure par semaine, de manière aléatoire, on s'attribue des collègues et on se dit, ok, typiquement moi dans mon équipe, bah, Jean, cette semaine, hop, tu vas appeler Clément et vous allez avoir un quart d'heure d'échange entre vous, et puis la semaine d'après, ce sera à nouveau aléatoire, et puis j'échangerai avec Margot, etc. Ce qui permet d'avoir des prises de contact un peu, entre guillemets, inattendues, on ne sait pas avec qui on va échanger, mais ça favorise le lien. Et l'idée est de parler un petit peu aussi hors boulot. Ça, je trouvais ça assez sympa comme pratique. J'en ai déjà un peu parlé de l'animation et de la co-construction à distance. Voilà, encore une fois, si vous avez l'occasion de co-construire certaines pratiques, le fonctionnement du télétravail, ça peut être aussi des projets internes. Forcément, comme on est à distance, vous devez forcément, à mon avis, avancer sur des projets internes. Prenez le pli peut-être de la co-construction, c'est vraiment une super solution. L'aspect de la machine à café, alors ça, je me souviens très bien, il y a un an, encore une fois, j'ai fait intervenir une entreprise qui était en total remote et qui partageait, c'était des grands groupes qui étaient dans la salle sur la question des réunions. Et puis elle parle de ces coffee rooms, de ces cafés visio, etc. Et tout le monde dans la salle rigole et est un petit peu sceptique en se disant ouais, prendre un café en visio, ça nous paraît bizarre. Et depuis 3 semaines sur le fil LinkedIn, on voit que ça, des photos de Zoom avec tous les écrans, les cafés, etc. Donc c'est vraiment des choses qui sont appropriées. Ne les négligez pas, je vais y arriver. C'est vraiment des éléments qui sont hyper importants. Il se passe plein de choses autour de la machine à café qui peuvent être de l'informel, du partage d'informations, s'assurer que les gens vont bien, de la créativité. C'est rarement quand on est à son poste de travail que les bonnes idées elles viennent. Donc tout le bénéfice de cette machine à café, le risque, c'est de le perdre en ce moment. Donc je vous invite vraiment à vous questionner. Ça peut être j'ai vu différentes manières de le faire. Typiquement, il y a une réunion hebdomadaire d'équipe. Et ben pour ceux qui le peuvent, on se connecte un quart d'heure avant. On ne parle pas de boulot et on prend des nouvelles des uns et des autres en prenant un café. Vraiment, vous avez votre tasse de café avec vous et puis votre thé et vous le prenez. Pour d'autres, ça va être des entreprises tous les jours à 10h30 et à 15h30 se connecte qui veut. On a une chaîne visio qui est dédiée à la machine à café. Ça dure un quart d'heure. Vous arrivez, vous pouvez être là, c'est bien. Vous pouvez pas être là, c'est pas grave. Personne vous en tiendra rigueur. Je vais descendre sur le management visuel, le cadre de la communication et les réunions à distance qui sont assez liées. Je ferai un petit focus sur les réunions à distance, notamment pour le côté management. Je vais partir et puis je vais décliner après de la co-construction du cadre de communication. J'imagine, nous on l'a en interne, alors vous êtes peut-être un petit peu mieux organisé que nous, mais il y a une multiplication des messages puisque il y a beaucoup moins d'informel de partage en présentiel. Je vous invite vraiment à vous questionner et encore une fois peut-être de le faire avec les équipes parce que ça concerne tout le monde, de se questionner sur quel message, sur quel canal, avec quel objectif. Parce que sinon, on se retrouve avec une multitude d'informations à droite, à gauche, qui se recoupent, qui donnent un flou qui peut vite devenir assez conséquent. Et du coup, cette communication, ce partage d'informations, cette continuité de l'information, elle est hyper importante dans le travail à distance, notamment aujourd'hui. Toutes les entreprises
qui pratiquent le télétravail à distance, des horaires décalés, etc., ont une culture de l'écrit qui est beaucoup plus forte que dans les autres entreprises. Il y a Comet, une entreprise que vous connaissez peut-être, communique pas mal sur les réseaux, qui a cette trait. Alors, c'est un petit peu morbide. Elle est pas de moi la parallèle. Je la partage parce que c'est assez parlant. C'est la règle du bus. Ils se disent si demain, si dans 48 heures tu passes sous un bus, est-ce que les gens qui bossent avec toi peuvent retrouver l'information, toutes les informations qui sont importantes. Je suis désolé pour l'exemple parce que c'est pas très joyeux, mais en tout cas elle est parlante et dans cette culture de l'écrit, voilà, ça l'illustre bien. Vous avez un des outils de management visuel. Alors là, ça peut être des choses assez simples, hein. Ça peut être, on parlait d'outils. Je crois que c'était Flavie qui questionnait, j'y reviendrai après, quelque chose comme Trello qui est gratuit, avec c'est une méthode un peu Kanban qui permet de voir les tâches qui avancent. Ça peut être un outil, une solution. Il en existe plusieurs, il y en a de plus en plus, des payantes, des gratuites. Ça peut être sur des informations assez simples, assez essentielles pour l'entreprise. Tout simplement de le mettre en visuel, ça peut aider. Et puis sur les réunions à distance, alors ça impose à mon avis d'être encore plus exigeant quand on est en réunion à distance qu'en présentiel. Je vais vous donner deux, trois petites idées. La première en tant que manager et puis même en tant que télétravailleur, il n'y a pas besoin d'être manager, c'est de vous poser la question quand vous invitez quelqu'un à une réunion ou alors si vous êtes invité à une réunion, de vous dire qu'est-ce que tu attends de moi ou alors qu'est-ce que j'attends de toi. Et si on n'est pas capable de répondre à cette question, s'il n'y a pas d'ordre du jour qui est clair et précis, eh bien, posez-vous la question de votre participation à cette réunion. Elle n'est peut-être pas nécessaire, elle n'est peut-être pas obligatoire. Vous gagnerez du temps, vous gagnerez de l'énergie. Et puis les participants de la réunion gagneront aussi du temps et de l'énergie, de ne pas avoir trop de monde en réunion. Il faut se sentir assez à l'aise pour le faire, mais vous pouvez le tourner de manière positive en disant quelle est la valeur ajoutée que je vais t'apporter, qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que je peux t'apporter durant ce temps-là. Essayez, ça en a sauvé plus d'un. J'ai des retours d'expérience assez intéressants sur le sujet. Vous pouvez, durant la réunion, faire un ordre du jour, alors en amont de la réunion, faire un ordre du jour qui est participatif, ce qui va obliger de se pencher sur la question, sur la lecture de l'ordre du jour. Vous demandez aux gens d'écrire, typiquement, vous posez une question, est-ce que j'ai un irritant aujourd'hui, est-ce que je sais pas, mais ça oblige les gens à écrire sur cet ordre du jour qui est participatif et donc à le lire, ce qui est un vrai gain de temps et on sait de quoi on va parler, quel est l'objectif de la réunion. Pendant la réunion, une bonne pratique qui est vraiment top pour gagner du temps, c'est le compte-rendu en direct. Donc de voir le compte-rendu qui avance, qui est en direct, vous pouvez comme ça rebondir directement dessus et à la fin de la réunion, il est acté, il est partagé par tous. Ce qui permet d'éviter de le recevoir 48 heures après, 72 heures après, de dire oui mais ça finalement est-ce qu'on l'avait vraiment acté ou pas. Voilà, il y a un vrai gain de temps là-dessus. Et pour ceux qui sont plus à l'aise, qui connaissent, qui en ont déjà entendu parler, il y a une technique qui permet en fait à chacun d'avoir un rôle qui sont les rôles délégués. Peut-être que certaines d'entre vous l'utilisent. Il y a plein encore de documentation dessus sur Internet. S'il y en a qui veulent aller plus loin, je peux aussi prendre un temps pour le présenter un peu plus en détail. Mais l'idée, c'est que vous, par exemple, en tant que manager, vous pouvez organiser la réunion, mais vous pouvez distribuer des rôles. Il va avoir un timekeeper, il va avoir la personne qui va prendre le compte-rendu en direct, il va avoir la personne, je ne sais même plus si je l'ai dit, le timekeeper, la personne qui va vérifier que tout le monde s'exprime. Donc quelqu'un qui va être garant de dire Margot, Jérémy, Damien, est-ce que vous êtes bien exprimés? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Quelqu'un qui doit être garant que les discussions arrivent sur l'objectif de la réunion. Voilà. Vous pouvez, il se décline, vous pouvez commencer avec 2 rôles, puis en mettre un 3e, etc. Et vous en avez un autre qui est super intéressant, qui est le méta. Et le méta, c'est à la fin de la réunion, il va analyser et il va faire un retour à toute l'équipe sur comment s'est déroulée la réunion. Voilà. Vous pouvez essayer, ça
si vous êtes en confiance avec votre équipe, de temps en temps, ça décoiffe le méta. Alors, je passe rapidement parce que je vois l'heure qui tourne sur d'autres bonnes pratiques. Célébrer les étapes, vous le faites peut-être déjà. Ça peut être ne pas oublier de célébrer le gain d'un projet, l'anniversaire de quelqu'un, etc. La transparence sur son planning, ça c'est bête, mais ça fonctionne très bien. Les rétrospectives d'équipe, les évaluations, j'en ai déjà un petit peu parlé, du coup j'y reviens pas. Si ce n'est de vous dire, offrez-vous ce temps. C'est vraiment ça. Offrez-vous ce temps. Ça va être un cadeau pour vous et pour l'équipe, tant sur l'organisation que sur la cohésion. De varier les supports. J'ai la slide d'après qui arrive avec quelques outils qui relient évidemment cette histoire de la communication. Essayez de trouver les bons canaux de communication pour le partage des bonnes informations. Et je repasse par contre un petit peu plus de temps sur se méfier des malentendus et gérer les conflits sans délai. Dans gérer les conflits sans délai, je pourrais même parler en fait des ressentis. On parle très peu d'émotions en entreprise. C'est assez rare. En général, les émotions n'ont pas trop leur place dans les entreprises. On entend rarement un collègue dire ça va pas, je suis pas très à l'aise avec ça, ça me questionne. Et pourtant, c'est une richesse qui est incroyable. Je vous le partage vraiment hyper simplement parce que dans notre modèle d'organisation, dans notre mode de fonctionnement, on est allé jusqu'à l'autodétermination des salaires. Et quand on a ce process-là, la première partie est dédiée aux émotions, à ce que ça nous fait vivre. Et pourtant, là, on se retrouve tous en full télétravail. Je trouve qu'on pourrait encore grandir sur la gestion des émotions. Du coup, je vous invite vraiment à le faire. Il y a un vrai bénéfice à parler de ça. Ça va permettre aussi peut-être vous avez quelques outils de la communication non violente, vous pouvez vous sensibiliser à ça, c'est un bel outil, ça fonctionne bien. Ça peut vous aider à se méfier des malentendus, notamment par écrit. Si vous avez un doute, si vous avez quelque chose de compliqué à dire, si vous n'êtes pas sûr que ça va être bien reçu, privilégiez une visio, l'appel, ouvrez votre caméra, le fait de voir les gens aussi, ça va carrément aider. Si quelqu'un n'a pas sa caméra ouverte, vous pouvez vous dire tiens, ça m'alerte, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et sur les malentendus, dites-vous qu'entre ce que ce que la personne, l'émetteur veut passer comme message, ce qu'il va écrire, vous ce que vous allez lire, pardon, je vais y arriver, et ce que vous interprétez ensuite, il y a une multitude d'étapes qui peuvent déformer les propos. Faites attention, faites gaffe aux malentendus. Et puis, dans la majorité des cas, si vous êtes manager, n'attendez pas trop pour gérer les conflits. Ouais, Claire, je te vois. Justement, on a une question de Claire-Étienne qui nous demande pour la gestion des conflits et ressentis. Est-ce que vous faites ça sur un temps formel ou informel? Alors, nous, à titre perso, on a dans une partie de notre réunion hebdomadaire, on gère ce qu'on appelle des irritants. Donc, qui sont plutôt collectifs. D'accord, c'est un mode de fonctionnement, c'est quelque chose qu'on n'a pas bien compris. Je peux donner un exemple. J'en ai eu un malentendu, là, un irritant avec un de mes collègues hier. J'ai travaillé sur un document pour le partager qui était important pour moi. J'ai eu très peu de retours de l'équipe parce que chacun est focus à fond, la tête dans le guidon sur ce qu'on est en train de faire. Et lui crée un document. Et puis je lui dis mais attends, j'ai créé quelque chose d'assez complémentaire. Il me dit tiens, je l'ai pas vu passer. T'aurais pu me le donner, ça m'aurait fait gagner du temps. Je dis bah oui, mais j'avais demandé quelque chose. Ça, on le traite en direct. On se passe un coup de fil, on l'explique et puis on repartagera en temps en réunion d'équipe par exemple le lundi, en se disant bah voilà, il y a un flou sur il y a de plus en plus de messages, et on l'a constaté nous sur notre chaîne Slack. On envoie plus de messages que d'habitude depuis le confinement.
bon, on a un problème dessus, ben on va passer un peu de temps pour essayer d'améliorer le fonctionnement. Donc, quelque chose qui peut être, on va dire à deux, on va essayer de le traiter ensemble. Et par contre, si ça concerne ensuite, ça impacte les autres, on va le remettre en collectif. Ce qu'on évite de faire, c'est un malentendu, voire un conflit, d'intégrer les autres, sauf si ça les concerne. Et dans le cas où on n'y arrive pas, on essaye de demander à un médiateur qui est un de nos collègues de venir nous aider à clarifier un malentendu. Il y a un autre petit tips que je peux vous donner si le malentendu déborde un peu sur le limite du conflit. C'est de poser la question à la personne, dit tiens voilà, j'aimerais te faire un feedback, il y a quelque chose qui me dérange, est-ce que tu es prêt à l'entendre? Et si la personne me dit non, pas en ce moment, là, je suis sur les nerfs, typiquement, j'aurais eu quelqu'un, moi, à 9h30 ce matin qui m'aurait dit ça. Mes enfants m'ont fait une nuit pourrie cette nuit. Je leur ai dit non, pas là. Tu me laisses, on en parle lundi, on en parle cet après-midi, mais pas maintenant. Je suis pas prêt. Et je pense que de parler de ces ressentis, ces émotions, c'est important et ça aide. On a Anne-Maryse qui partage un retour d'expérience. Super. For Change qui dit que c'est super pratique pour eux. Enfin, ils utilisent les rôles délégués et que chez eux, en fait, il y a quelqu'un qui est chargé du respect des valeurs dans les échanges. Génial, c'est une super idée. J'aime beaucoup l'idée du respect des valeurs. Je vais même le garder pour nous en interne. Et il y a Marie-Abel qui parle même d'un tour d'inclusion avant chaque réunion. Elle dit que c'est essentiel. Oui, tout à fait. Je partage puisqu'on en fait aussi systématiquement. Le tour d'inclusion, il peut être hyper varié et en fonction de l'objectif de la réunion, de l'atelier, de ce qu'on attend, je vous invite même à le varier en fait, à trouver le bon tour d'inclusion, le bon icebreaker qui va servir l'objectif de la réunion, de l'atelier, de tout ça. Et j'ai une dernière question. Yes. À évoquer, c'est Flavie qui veut en savoir plus sur le CR en direct. Oui. Est-ce qu'il faut garder un espace pour gérer ces conflits, justement? Dans le compte-rendu, c'est ça? La question était juste après, donc je ne sais pas si... Je sais pas si c'est deux questions... Est-ce qu'il faut garder un espace dans le compte-rendu pour les conflits? C'est deux questions différentes, pardon. Ok, donc vas-y. Elle voulait que tu développes un tout petit peu le compte-rendu en direct. D'accord. Et ensuite, elle te demandait si on gardait un espace pour les conflits, mais je pense que pour les conflits, tu y as répondu avec la question. Ok. Du coup, pour le compte-rendu en direct, alors l'idée, c'est que typiquement, je vous donne notre pratique chez FlexJob. On a un ordre du jour participatif, donc il va être visible de tous. Et dans le même document, donc, on a la date de la réunion. Dans le même document, sur les pages d'après, c'est un document, nous on est sur Google Drive, on va écrire le compte-rendu en direct. Du coup, on a les thématiques et sur chaque thématique, à chaque fois qu'on acte quelque chose, on ferme une thématique, on passe à la suivante et on l'écrit en temps réel. Comme ça permet de retrouver, c'est lié à l'ordre du jour et puis c'est visible de tous. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais voilà, l'avantage aussi, c'est que n'importe qui peut écrire sur le document participatif. L'idée est qu'il y ait une personne qui en soit responsable, mais que si on a envie de préciser quelque chose, je ne sais pas, de corriger une faute, tout le monde peut le faire. Je passe sur les outils rapidement. J'ai moins de valeur ajoutée là-dessus. Je pourrais vous partager d'ailleurs la présentation. Donc n'hésitez pas à la demander à Claire. Trello, typiquement, on en parlait, c'est gratuit. Nous, on utilise pas mal Bicast. Là, aujourd'hui, on utilise Klaxoon avec Claire. Bon, c'est des outils qui sont payants, mais qui sont assez sympas, qui permettent de faire du participatif. Slack, si vous n'utilisez pas, c'est comme un WhatsApp avec des chaînes. Du coup, ça permet quand même de moins noyer l'information.
Ça fonctionne, nous, à titre personnel, très bien. Des solutions de visio, il y en a plein. Je n'utilise pas mal, je trouve, à titre perso, que Zoom est une des plus performantes. Alors, est-ce que, Claire, on a jusqu'à quelle heure? Parce que je vois qu'il est 11h55. Il ne reste plus beaucoup de temps. 5 minutes? Bon, alors je vais rapidement là-dessus. On voulait un peu vous challenger dessus sur un klaxon, mais ça a pris un peu plus de temps que prévu. Du coup, je vais rapidement aborder des questionnements. L'idée de cette slide, c'est de vous partager encore une fois. J'ai pas de réponse. C'est des convictions, des intuitions, des questionnements qui sont assez forts que je vais vous partager. C'est dans un premier temps, qu'est-ce qui a révélé la crise en fait? Qu'est-ce qu'on constate dans différentes organisations pour se questionner sur quel mode de travail demain et est-ce que ça va vraiment changer en profondeur nos entreprises? Aujourd'hui, quand je vois les entreprises, alors pas toutes, hein, mais pour une grande partie qui sont en 100% télétravail, il y a énormément de questions qui se soulèvent. J'ai tout le temps en tête cet exemple de WordPress, vous savez, qui est le premier producteur de site internet, une solution de site internet, qui eux en 2017 ont fermé leur bureau à Los Angeles ou San Francisco, je sais plus, parce qu'ils ont autorisé le télétravail. Et comme les anglo-saxons, ils n'ont pas la même notion que nous du télétravail, ils sont partis en Thaïlande, en Nouvelle-Zélande, en Amérique du Sud, en Afrique, etc. Ils sont évidemment pas restés autour des locaux de l'entreprise et ils se sont retrouvés avec autant de collaborateurs en physique que de tables de ping-pong. Du coup, ils ont fermé les bureaux. Ce qui questionne quand eux, on voit qu'ils ont pu le faire. Alors, ça fonctionne pas avec tout le monde. Il y a évidemment des gros points de vigilance à avoir, une organisation à repenser. Mais aujourd'hui, on le voit, il y a des questions autour de la confiance, on en a parlé, du travail qui est lié à une action qui est de faire. Je trouve que les gens sont beaucoup plus empathiques les uns envers les autres dans les relations. Alors, est-ce que c'est parce que avec la vision, on rentre chez les gens? Je vous donne des détails peut-être un petit peu bêtes qui, malgré tout, sont assez parlants. Des clients que j'avais qui étaient en costard cravate, que je vois en sweat ou en t-shirt, finalement, pourquoi est-ce qu'ils pourraient pas l'être demain? Ça paraît bête comme ça. Et finalement, il y a quand même cette question, est-ce que ça révèle pas un petit peu qui on est et pourquoi est-ce qu'il faudrait être quelqu'un d'autre en entreprise, en tout cas quand on passe la porte des bureaux de l'entreprise. La question, il y a beaucoup d'entreprises qui vont se rendre compte que 100% des tâches sont télétravaillables. Donc, qu'est-ce qu'on en fait maintenant, une fois que c'est dit? Il y a cette question de la quête de sens. Je serais pas convaincu, je serais pas étonné, d'avoir pas mal de mouvements, on va dire des boîtes traditionnelles vers des entreprises qui sont des entreprises à mission, qui ont une raison d'être, qui sont dans l'ESS. Je serais vraiment pas surpris de constater ça. Je serais également pas surpris en termes d'attractivité de voir une augmentation un pourcentage d'augmentation assez fort des offres où il y a la mention télétravaillable dessus dans les mois à venir. Ça me questionne aussi beaucoup en ce moment. Je trouve qu'il y a une révélation assez forte sur le pilotage des activités, sur la gestion de l'information et de la communication. On peut plus faire comme avant. On sait, hein, l'information, c'est le pouvoir en entreprise. Si on a envie que les personnes, les télétravailleurs, les collaborateurs avancent, il y a un partage de l'information qui doit être plus fort. Il doit y avoir plus de transparence, j'en suis convaincu. Que cet équilibre vie pro, vie perso, on est chez soi. Alors, c'est pas toujours facile, mais il y a quand même un confort. Ça questionne beaucoup. Il y a aussi cette question, on n'est pas connecté au même moment. Du coup, comment est-ce qu'on fait? On a chacun nos contraintes, on n'est pas connecté au même moment. Tout ça, ça me questionne, ça m'amène au mode de travail de demain. Est-ce que le télétravail va être généralisé? Le travail à distance, est-ce qu'il va être généralisé? Est-ce qu'il va être plus fort? Je pense que oui. Notamment, on en parlait au début, motiver un refus, ça va être compliqué pour les managers, pour l'entreprise. Quid des horaires flexibles?
quand aujourd'hui on voit qu'il y a des projets qui avancent, vous devez l'avoir, hein, on ne travaille pas tous au même moment. Du coup, on a de l'agilité, on a de la créativité pour trouver des modes de fonctionnement qui nous permettent d'avancer malgré tout. Du coup, ce travail asynchrone, je pense qu'il va se répandre de manière plus forte dans les modes de travail. Est-ce que du coup, ça va se matérialiser par des entreprises qui seront beaucoup plus à l'aise sur les horaires flexibles? Peut-être. Je le pense. Et tout ce qui va être autour je pense aussi que la collaboration va être boostée. On va un peu repenser les tâches, on va un peu repenser les modes de fonctionnement des équipes, ce qui, j'en suis convaincu, est une bonne chose. Ce qui m'amène à la question, et alors là, ça ira un peu plus loin parce que le Move nous a sollicité, c'est le dirigeant de FlexJob qui viendra faire un webinaire dessus sur quelle entreprise demain. Mais est-ce que cela va changer en profondeur les entreprises? Peut-être, je l'espère, à titre personnel, notamment en termes de est-ce que les entreprises vont se doter de raison d'être? Est-ce qu'elles vont se questionner plus profondément sur leur RSE? Il y a pas mal de débats en ce moment sur les entreprises qui on dit on ne fait pas appel aux aides publiques, Danone, Chanel, L'Oréal, voilà, malgré tout, on est vraiment sur des notions de responsabilité sociale d'entreprise et je pense que les entreprises celles qui s'en sortiront le mieux de toute façon sont celles qui auront un business qui sera vertueux. On parle pas mal d'économie circulaire, de RSE au sens profond du terme, d'entreprise à mission, d'entreprise responsabilisante. Je pense qu'il va y avoir une évolution forte, je l'espère, en tout cas un questionnement qui va être dessus. Est-ce que ça va être sur les modes de décision? Est-ce que, entre guillemets, le pouvoir, dans le bon sens du terme, va être partagé, délégué? Et finalement, est-ce que les entreprises ne vont pas se questionner sur qu'est-ce qui est important pour nous? Peut-être qu'on va se rendre compte que c'est d'avoir une aide, un impact positif, que ce soit pour les collaborateurs, pour son environnement, pour ses parties prenantes. Et ce que j'espère par-dessus tout, c'est qu'on va se rendre compte que la valeur ajoutée des entreprises, c'est par les hommes et les femmes qui la composent. Et que du coup, ce capital humain, ce fameux capital humain, va vraiment retrouver la place qui j'en suis convaincu, doit lui être accordée de manière hyper importante. Voilà, je m'arrête ici. S'il y a des questions, si vous avez quelques éléments, n'hésitez pas. Je voulais juste lire un témoignage de Léa qui me semble assez pertinent. Je vais venir au compte-rendu en direct. Il laisse toujours le tour d'humeur en fait en haut du compte-rendu. Comme ça permet que si quelqu'un arrive plus tard et au courant des personnes auxquelles faire attention. Et du coup, ça permet d'éviter de blesser quelqu'un pendant la réunion ou durant la journée. Yes, bonne pratique. Merci. Merci Claire. Et sinon, pour la troisième question, donc pour ouvrir un petit peu sur la poursuite, pour les témoignages qu'on a eus sur Klaxoon, Yes. il y a pas mal de questionnements et du positif, du négatif. Certains sont persuadés que le télétravail va continuer et d'autres qui pensent que la forme traditionnelle va revenir avec un abandon total du télétravail. C'est pas impossible. C'est pas impossible qu'il y ait un rejet du télétravail parce que, encore une fois, c'est pas dans une période normale. Et du coup, des gens qui se disent waouh, le vivre comme ça, non, c'est pas impossible. Seul l'avenir nous le dira. Et du coup, il y a Pierre-Yves qui propose de faire une photo en mode mosaïque avec tout le monde pour clôturer la réunion. Yes. Alors. Vous pouvez tous brancher vos caméras pour la fin.
Bon, merci en tout cas à toutes et à tous. Je n'ai pas mon café. Ah, bah tant pis, Flavie. Merci pour votre attention et de vous être connectés sur ce sujet en tout cas. Merci à toi, Jean. Et du coup, on espère bonne journée à tous et bon télétravail aussi. Ouais, pour quelques semaines encore. On y croit? Merci pour vos retours. Salut. Salut.